Il n'y a pas de raison qu'il y ait un antagonisme entre ces deux entités, RSSI et CTO, même s'ils ont normalement un rôle de contre-pouvoir. Il y en a qui vont aller trop vers l'ouverture pour simplifier et d'autres qui vont aller trop vers la fermeture pour sécuriser. On peut trouver un terrain d'entente à partir du moment où les objectifs sont communs entre les deux entités. Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Résilients. Dans un instant, avec notre invité, nous parlerons de redondance et de communication de crise. Nous entrerons dans la tête des hackers et il sera aussi question d'IA. IA et résilience, ce combo potentiellement gagnant qui d'ailleurs est au cœur de l'histoire du jour qui ouvre ce podcast. 85 000, c'est chaque jour le nombre d'appels que les SAMU de France reçoivent. Mais on est en 2020, en pleine période de Covid-19. Ce chiffre double, en même temps que la restriction de personnel se fait sentir durement. Un combo terrifiant. C'est là que le Transformer entre en jeu. C'est une intelligence artificielle qui transcrit automatiquement les appels, extrait des mots-clés critiques et évalue la gravité de chaque situation. Les opérateurs humains peuvent alors se concentrer sur les cas les plus urgents. 2023, un vent glacial souffle sur les flancs gelés d'une banquise. Nous sommes quelque part au cœur des régions subantarctiques, ou bien antarctiques, je ne sais plus trop. Des manchots se prélassent, bien loin de toute ferveur humaine. Pourtant, on les épie. Et ça fait 25 ans que ça dure. Comment ? Avec des puces qui utilisent l'identification par radiofréquence. Vous savez, le fameux RFID. Les données de plus de 20 000 manchots sont ainsi disséquées à l'aide d'une application de deep learning. Cette IA permet aux scientifiques de déterminer automatiquement les paramètres de reproduction et de survie de ces espèces protégées. Et ce, sans même les perturber. Un an plus tard, des équipes chinoises et hongkongaises mettent au point un système de deep learning, le DeepPR. Elles analysent plus de 700 000 images de fond d'œil de près de 180 000 patients. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien pour prédire la progression de la rétinopathie diabétique dans un délai de 5 ans. Ce n'est pas rien quand on pense que cette complication du diabète peut conduire à la cécité complète. 2025, on est au Nigeria. Dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, qui subsiste en grande partie grâce à l'agriculture, les périodes issues du dérèglement climatique s'intensifient. Et le tribut est lourd à payer. Dandam Nangor, un agriculteur, a pourtant l'esprit apaisé. Il a même arrêté de se rendre sur ses terres. Il lui suffit de sortir son portable pour savoir précisément quand arroser, mettre de l'engrais ou même des pesticides. Température ambiante, pH du sol, irrigation de la terre, rien ne lui échappe. Depuis un an, il utilise un nouvel outil d'IA développé par une start-up locale. En plus d'assurer sa sécurité alimentaire, il a même amélioré son revenu. Alors, l'IA capable de réinventer les façons de travailler dans les périodes de crise, l'IA à la rescousse des espèces protégées, l'IA pour l'autonomie des communautés vulnérables ou encore l'IA pour le diagnostic précoce des maladies, ce n'est en fait qu'un tout petit aperçu du potentiel de l'IA. Alors, la technologie nous rendra-t-elle plus résilients ? Cette histoire d'IA et de résilience, et aussi de manchots qui vivent en Antarctique, puisque ce sont les pingouins qui vivent en Arctique, je viens de vérifier, était signée Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Et comme d'habitude dans ce podcast, c'est avec Audrey que nous allons échanger avec notre invité du jour, Stanislas de Gorianov, CTO de C1. Bonjour Stanislas. Bonjour. Je crois qu'au terme de résilience, vous semblez préférer celui de redondance. Pourquoi ? Parce que c'est plus un mot de CTO ? Oui, tout à fait. Alors, redondance, c'est un terme un peu plus technique, on va dire, plus précis, plus concret, en tout cas dans le métier de CTO, qui va s'adresser vraiment aux équipes très techniques de comment est-ce qu'on assure la continuité des services. Donc ça reste dans la résilience, c'est une partie de la résilience, mais ça se sens beaucoup plus précis. C'est mieux à mes oreilles, quelque part. Stanislas, vous êtes un ancien RSSI, vous avez une double casquette, car le RSSI de C1 est sous votre responsabilité, ce qui est assez rare. Comment pensez-vous que les RSSI et les CTO peuvent s'entendre sur des enjeux de sécurité et donc de résilience ?
Au final, ils ont les mêmes objectifs de continuité des services, de sécurité des infrastructures et de fonctionnement des services qu'ils rendent à leurs utilisateurs. Donc, ils ont le même objectif. C'est vrai qu'ils ont des approches un petit peu différentes en général. Une très axée sécurité et qui va mettre souvent des contraintes, et côté CTO qui va plutôt assurer une continuité du service et de la simplicité aux utilisateurs. Mais on peut réconcilier ces deux mondes-là, puisqu'ils ne sont pas antinomiques. Il y a des solutions de sécurité simples, des solutions de sécurité faciles à mettre en œuvre et à utiliser, et il n'y a pas de raison qu'il y ait un antagonisme entre ces deux entités, RSSI et CTO, même s'ils ont normalement un rôle de contre-pouvoir. Il y en a qui vont aller trop vers de l'ouverture pour simplifier, et d'autres qui vont aller trop vers la fermeture pour sécuriser. On peut trouver un terrain d'entente à partir du moment où les objectifs sont communs entre les deux entités. Alors vous travaillez dans le secteur de la téléphonie sur IP. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les menaces spécifiques à cette industrie et aussi ce que vous mettez en place concrètement, comme par exemple les pentests? Oui, tout à fait. Alors, on est spécialiste de la téléphonie sur IP, entre autres. Il y a d'autres domaines également sur lesquels on agit, et notamment dans le cloud et dans les télécoms en général, la connectivité. Donc, on a un peu toutes les casquettes là-dessus et on voit différentes choses. Mais dans la téléphonie particulièrement, à date, c'est surtout des attaques à but lucratif. C'est-à-dire que tous les hacks ou les tentatives de hack ou de pénétration qu'on a sont pour générer de l'argent, soit dans des communications frauduleuses, donc appeler des numéros surtaxés propriétaire du hacker en général qui va du coup se faire rémunérer les appels, ou envoyer des masses de SMS, aujourd'hui c'est un peu la mode, pour pouvoir aller faire d'autres extorsions derrière pour récupérer de l'argent. Donc c'est une des principales activités de hack qu'on a, qui sont là pour générer de l'argent derrière. Mais ça passe par trouver des accès, des logins de passe, des failles dans les systèmes de sécurité, qui sont maintenant, que ce soit la téléphonie ou l'informatique en général, c'est la même chose. Et donc du coup, je parlais aussi de l'aspect pentest. Ça, c'est aussi pour finalement vous tester sur la partie menace. Comment ça se passe? Du coup, comme ce sont des systèmes qui sont par nature ouverts sur Internet, puisque l'objectif est de récupérer des communications téléphoniques de téléphones qui eux-mêmes sont connectés à Internet, on est ouvert sur les applications et protocoles qui servent à ça depuis Internet. Donc, pour s'assurer qu'on n'ait pas de failles payantes, c'est régulièrement de faire des tests d'intrusion pour essayer de nous hacker nous-mêmes, ou utiliser des sociétés qui essaient de nous hacker nous-mêmes, sur deux aspects. Un, je suis à l'extérieur et j'essaie de rentrer sans rien connaître, vraiment black box, je ne sais pas ce qu'il y a en face et je vais essayer de pénétrer les systèmes. Et une autre plutôt white box, c'est j'ai des accès et avec ces accès, je vois jusqu'où je peux aller. Est-ce que je peux sortir du périmètre qui est normalement autorisé? Donc on fait ces deux pentests-là régulièrement pour s'assurer derrière qu'on n'ait pas de failles ouvertes, plus tout un tas d'autres mécanismes de log, de vérification, de sécurité, d'alerting, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de la consommation anormale sur nos infras. Stanislas, est-ce que le risque peut venir aussi de vos clients? Parce que vos clients vont de la boulangerie du coin aux entreprises du CAC 40. Tout à fait, oui, puisque nous, on délivre des services pour eux en général, donc même si on fournit une partie des services, ils en ont d'autres qui viennent d'autres fournisseurs éventuellement ou faits en interne, et qui peuvent être les portes d'entrée des systèmes et les portes d'entrée des attaquants. Donc oui, clairement, notre mission va jusqu'à les sécuriser leurs propres infrastructures, à leur proposer des solutions pour leurs ordinateurs, leurs téléphones et leurs solutions internes de serveurs. C'est une partie majeure du travail que vous faites en fait en sécurité? C'est une partie importante qu'on commence de notre côté. On n'avait pas une grosse culture sécurité jusqu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde en général, on a renforcé énormément cette partie-là. Et on est aujourd'hui très fortement impliqué dans la sécurité, la sécurisation des infrastructures clients. Redondance, c'était, pour reprendre le terme d'origine, c'était déjà natif chez nous depuis très longtemps. La sécurité des postes de travail, la sécurité des accès et la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité en général est devenue un axe fort. En préparant ce podcast, vous nous avez dit avoir pu, grâce à vos différentes gestions de crise, entrer d'une certaine façon dans la tête des hackers. Qu'est-ce qui se joue entre vous et eux, entre les lignes de code ? C'est un petit peu un jeu de chat et la souris, puisque ils essayent toujours de trouver des failles et nous on essaie de les fermer. Donc on est en train d'apprendre l'un de l'autre, finalement, il y a une espèce d'apprentissage commun. Nous d'apprendre par où ça a pu rentrer ou par où ils essaient de rentrer, et eux d'apprendre comment fonctionnent nos systèmes et nos sécurités pour essayer de les bypasser. Donc c'est un espèce de jeu, je mettrai gros guillemets à jeu parce que c'est pas toujours très rigolo, mais de trouver les failles, de trouver comment est-ce qu'on peut arriver à pénétrer un système, et si c'est arrivé, de comment est-ce qu'on referme et comment est-ce qu'on empêche et on met des nouvelles barrières de sécurité dessus. Donc forcément, on doit penser un petit peu un peu comme un hacker, entre guillemets, c'est comment je rentre dans un système et quelles sont les protections qu'il faut mettre en œuvre pour éviter. Et il y a une autre chose, il me semble, que vous avez appris en gérant des grosses crises, c'était qu'il fallait absolument communiquer avec ses clients quand il y a un problème. Si on veut avoir une petite chance d'être pardonné, qu'est-ce que vous en dites de cette façon de voir les choses ? Clairement, je dirais que c'est au moins 50-50 entre la résolution technique et trouver ce qui s'est passé sur un incident, une faille ou un problème de crash d'une plateforme, et comment est-ce qu'on communique avec nos clients et nos partenaires sur la résolution de cet incident-là. C'est-à-dire que si on passe 2 heures dans le noir sans rien dire et que ça marche,
On nous en voudra beaucoup plus que si on passe 3 heures, mais qu'on a communiqué toutes les 10 minutes. Les clients, partenaires et autres qui utilisent des services, ils ont besoin de savoir où est-ce qu'on en est, ce qui se passe et où est-ce qu'on va. Donc c'est clairement un gros enjeu dans la résolution des incidents. Et surtout, effectivement, pour se faire pardonner, je mets des guillemets, sur un incident qui a pu se produire, si on a bien communiqué, les clients comprennent mieux ce qui s'est passé, ont pu eux-mêmes communiquer en interne, et du coup ils acceptent mieux l'incident, et ils acceptent mieux que ça puisse passer, et surtout que ça ne se reproduira plus. Chez C1, vous êtes hébergeur de données de santé, donc vous êtes soumis à NIS2. Est-ce que pour vous, NIS2 et de façon générale, les réglementations, c'est une chance ou une corvée ? Alors c'est une chance d'une certaine partie, donc HDS, hébergement de données de santé, c'est une chance parce que le fait d'être certifié, d'avoir travaillé là-dessus, ça nous permet d'avoir des nouveaux marchés, notamment dans la santé. Les normes comme NIS2, elles sont faites pour inciter et obliger les entreprises à se sécuriser, notamment les entreprises essentielles, comme C1 peut l'être en tant qu'opérateur de communication en général. Donc c'est une opportunité de faire mieux, de se sécuriser. C'est toujours une contrainte évidemment, puisque ça oblige à mettre en place des normes, des tests, des documentations, ce genre de choses-là, mais c'est pour le bien. Donc tant qu'on va dans ce sens-là, toutes ces normes-là sont intéressantes, puisqu'elles permettent d'éviter quand même de grosses failles et de grosses fuites de données. On imagine bien qu'en tant que CTO, vous êtes en veille permanente sur toutes les nouvelles technos. Est-ce que l'IA vous aide concrètement au quotidien à devenir plus résilient / redondant ? Oui, tout à fait. Alors l'IA elle est utilisée à plusieurs niveaux chez nous, notamment dans tout ce qui va être analyse et track des données, analyse des données en général pour pouvoir plus rapidement trouver un comportement anormal dans des logs, dans des accès et autres. Donc clairement, c'est un atout aujourd'hui. Alors, c'est aussi une faiblesse, c'est que l'IA sert aussi à des attaquants à mieux pouvoir analyser les systèmes et rentrer. Donc on est toujours un peu dans ce jeu de chat à la souris. Celui qui arrivera à sécuriser plus vite grâce à l'IA par rapport à celui qui attaquera mieux grâce à l'IA. Donc ce sont des sujets permanents chez nous de veille, plus des sujets d'aide, puisque avec l'IA et tous les LLM qu'on a vu naître ces derniers temps, de pouvoir plus simplement répondre à des questions internes, déjà, sur nos documentations, ce genre de choses-là, pour pouvoir s'améliorer, et répondre aussi ou permettre à nos clients d'avoir des réponses automatisées sur un certain nombre d'accès ou sur un certain nombre de problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Alors, on est dans un podcast sur les super-héros du numérique. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel serait-il ? Alors, j'en ai un petit peu deux, quelque part. Le premier, ce serait de pouvoir continuer à simplifier et accélérer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, quand elle arrive, elle est un peu complexe. Elle n'est pas à la portée de tout le monde. On va pouvoir aller plus vite dans la simplification et arriver à l'amener plus rapidement aux autres. Alors, c'est un peu une mission qu'on s'est donnée chez C1, donc c'est normal que ça transpire un peu au quotidien, que c'est un peu mon super pouvoir que j'aimerais avoir, encore plus. Et j'aimerais bien aussi voir le futur proche, savoir ce qui va se passer demain pour pouvoir l'anticiper, notamment s'il y a une attaque, je voudrais savoir qu'elle arrive pour pouvoir la contrer, et puis anticiper ce qui va arriver. J'aimerais avoir ce petit don de clairvoyance pour l'avenir. Alors, on arrive à la fin de l'épisode. Si vous aviez un super-héros, une super-héroïne du numérique à nous recommander qui puisse nous partager sa vision de la résilience, ce serait qui ? Je vous proposerai Jérôme Beaufils, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Sacity, qui est également un partenaire de C1, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 20 ans pratiquement, dans une vie passée, et qui aujourd'hui travaille sur cette notion de résilience, redondance, avec des solutions de SASI, donc vraiment de redondance dans le cloud, des accès et de la sécurisation, aussi bien sur les entités, sur les postes de travail, sur les organisations, que dans le réseau lui-même. Merci beaucoup, Stanislas de Gorianov. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté l'invitation des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk/Cisco, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Merci à Audrey Williard qui a signé l'histoire d'IA et de résilience en ouverture, mais également, comme d'habitude, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, vous pourrez retrouver tous les autres numéros des Résilients sur votre plateforme de podcast préférée. Et pendant que vous y serez, pensez à vous abonner, à partager et à nous distribuer pouces et étoiles. À très vite pour une nouvelle rencontre. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisations résilientes, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt.